J'annonce, cet épisode fera moins de vues que les autres. Parce que l'arachnophobie s'est vachement répandue. Spider 2 est un film d'horreur et de science-fiction israélo-états-unien, sorti le 24 septembre 2004. Oh putain, c'est un Nuimage. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'eux, tiens. Il a été réalisé par Sam Firstenberg, qui a l'habitude des films fauchés, puisqu'il a fait des chefs-d'œuvre comme Cyborg Cop 1 et 2, Delta Force 3, ou encore les sagas Ninja et American Ninja. Sur un vieux bateau grinçant, rouillé, et qui sent l'huile de moteur jusque dans le cœur des fuites, il y a un mec qui ressemble au croisement entre Marty Feldman et le sergent Hartman qui donne un cadavre à une énorme araignée. Sans transition... Qu'est-ce qui te prend de faire ça? J'ai horreur des araignées. Mais l'araignée est énorme, et elle est posée devant tout le monde, et personne réagit. Ça commence bien, hein. Donc ce petit groupe de jeunes vogue tranquillement sur un bateau de plaisance quand ils sont attaqués par un groupe de mecs cagoulés qui tuent les mecs, embarquent les femmes et font péter le bateau. Le lendemain, Alexandra et Jason, un petit couple qui fait de la plaisance, trouvent les restes du bateau et d'un des occupants. Alex fait une photo de tout ça parce que ça fait toujours un souvenir, et les voilà rapidement pris dans une tempête. Ils lancent un appel radio mais n'ont pas de réponse. Et pour couronner le tout, l'autre est passé par-dessus bord. Jason se noue alors une corde à la taille qui est fixée au bateau et plonge la chercher. Sauf que l'esquif ne résiste pas à la tempête et coule comme une pierre. Alors, soit le bateau coule vachement vite, soit l'océan est pas très profond. Alors remarque, c'est peut-être là que Godzilla se tient dans Godzilla Roi des Monstres. Heureusement, ils se détachent et remontent à la surface. Et coup de bol pour eux, ils croisent le chemin du Mysteries of the Seas, un énorme cargo qui vogue vers la Nouvelle-Guinée. Ils sont accueillis par le capitaine Bigelow. Ne vous fiez pas aux apparences. Le bateau a l'air un peu pourri, mais il est solide comme un roc. Ouais, un bateau qui prend la flotte comme ça, c'est pas vraiment rassurant. Bref, comme Jason est blessé, le capitaine est conduit à l'infirmerie pour les faire ausculter par le docteur Gorbach. Flippant le mec. Il le soigne pendant qu'Alexandra se fait mater sous la douche, puis les ausculte tous les deux. Alors non seulement il a pas une gueule à faire sourire, mais en plus de ça, il a des méthodes vraiment bizarres. Il donne un antibio à Jason. Ah bah c'est le mec du début. C'est Marty Hartman. Alors par contre, le gros plan, c'était pas nécessaire. L'équipage leur donne une cabine où ils peuvent se mettre au calme et faire un rapide point sur ce qui leur est arrivé. Pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à nous? J'ai failli mourir d'un cancer et aujourd'hui on échappe de peu à la noyade. Alors Jason propose qu'une fois revenus à terre, ils fondent un foyer et cessent leur voyage. Le lendemain matin, ils font part de leur découverte du bateau brûlé au capitaine Bigelow, et son pote est vachement discret, on n'a pas du tout la sensation qu'ils y sont pour quelque chose, et arrive l'heure du petit-déj. Il y en a pas un qui fait pas flipper là-dedans. Il faut reconnaître que niveau tronche, l'équipage est gratiné quand même. Hein. La plaie de Jason se remet à saigner, alors le médecin l'embarque de nouveau dans l'infirmerie, le soigne et lui fait une piqûre en prétextant que ça s'infecte. L'intéressé se balade ensuite dans le bateau et trouve que beaucoup de choses sont bizarres. Toutes les portes sont fermées, ils ont accès à rien, la radio est soi-disant en panne, mais quand le cep du grenier d'une autre dimension lui fait visiter la cabine de pilotage, il remarque qu'elle fonctionne bien. Mais si elle marche, j'entends le souffle de la transmission. Électricité statique. Il y a le soleil qui se lève et qui se couche du même côté tous les jours, et puis l'autre là, il passe son temps à lui faire des piqûres et encore des piqûres en prétextant toujours la même chose. C'est sûrement une infection secondaire. Non, faut arrêter les gros plans sur lui. Vraiment, c'est malsain. La nuit suivante, il rêve qu'il est emmené dans l'antre d'une araignée géante qui lui fait Dieu sait quoi, et quand il se réveille, il constate qu'il a une étrange plaie sur le torse. Alexandra s'en inquiète pas vraiment, on peut même dire qu'elle en a strictement rien à foutre. C'est une griffure, pourquoi? Moi aussi j'en ai. Mais Jason se met à psychoter. Ils doivent faire un truc complètement illégal. Et alors? Personnellement ça m'est égal. Alors, il va espionner Marty Hartman et découvre une chambre froide pleine de cadavres humains. Il réveille Alexandra et l'amène jusqu'à la chambre, qui est maintenant pleine de quartiers de viande. Je te dis qu'ils pendent des mecs au plafond, voilà ce qu'ils font. D'accord, moi je vais me remettre au lit. Alors, je vous explique brièvement le plan. En gros, le docteur Morbach, là, ce qu'il veut faire, c'est faire en sorte que Jason passe pour un marteau, pour pouvoir l'isoler d'Alexandra et se servir de lui comme incubateur à araignées. Je comprends pas non plus l'intérêt du plan. C'est pourquoi se faire chier la vie à ce point-là, alors que, concrètement, les deux sont des naufragés. Leur bateau a coulé, il y a eu un appel de détresse, on les retrouvera jamais. Et tu leur mets un coup derrière la nuque, et puis tu t'en sers comme couveuse à araignées. Je vois pas pourquoi tu te casserais le cul à monter un plan complètement chiant. Bah, parce que c'est de la merde, ce scénario. Oui, forcément, expliqué comme ça tombe sous le sens.
De son côté, Bigelow est inquiet, parce que le bateau va fatalement manquer de carburant à force de tourner en rond. Et puis l'armateur se demande ce qu'ils peuvent bien foutre à faire des cercles dans l'eau. Et c'est moi qui vous paie. Alors rompez. Alors pour se changer les idées, il va draguer Alexandra, ce qui est pas du goût de Jason, qui se fâche un petit peu, mais surtout va plus loin dans ses théories. Et pourquoi est-ce que je m'évanouis comme ça toutes les 5 minutes? Qu'est-ce qu'il y a dans les piqûres du docteur? Pourquoi ne pas faire semblant, continuer comme si de rien n'était? Mais elle est complètement conne ou quoi? Attends, tous les voyants sont au rouge et elle trouve le moyen de dire « Ouais mais non, c'est pas grave, faut pas se mêler de ce qui nous regarde pas ». Quand il se passe des choses bizarres, même si t'es naufragé et que les gens t'ont accueilli, faut quand même s'intéresser un peu à ce qui se passe. Hein. Ça peut sauver la vie des fois. Hein. Contrarié par sa débile de femme, il fonce dans la cabine de pilotage pour y passer un appel radio. Mais elle a disparu. Il pète alors un câble dans la cantine et se fait une fois de plus picouser par le docteur qui a finalement mené à bien son plan machiavélique. Il est paranoïaque. C'est pour ça que je le pique, voyez-vous. Pour occuper la dame, Bigelow lui montre une chambre noire où elle peut développer les photos de l'appareil qu'elle trimballe depuis le début du film. Et elle en a pris des photos à la con. Pendant ce temps, Jason est transporté dans le labo du doc, qui se prend une fois de plus la tête avec Bigelow et expose cette fois ses intentions au sujet des araignées. Elles sont immunisées contre toutes les pathologies. Quand j'aurais isolé la séquence du génome, j'aurais trouvé le moyen d'immuniser toute l'humanité. Et peut-être un petit fusil de Tchekhov aussi. On ne fume pas. Tous ces produits sont inflammables, mettez-vous ça en tête. Ils le mettent alors dans un sas et l'offrent à l'araignée géante. La bestiole se place au-dessus de lui et pond un œuf dans son... On l'a pas déjà vu, ça, hein? Je sais pas. Je comprends rien. Franchement, le film traîne en longueur, moi je ne comprends plus rien. Je ne sais même plus où on en est, je ne sais même pas ce qu'on fait là. Je sais pas, je pense que la première fois ça a pas dû marcher, j'en sais rien. Une fois que c'est fait, ils le mettent dans un incubateur où était allongée une femme qui meurt en donnant naissance à une araignée façon alien. Et pendant que ça couve, Alexandra se fait un dîner aux chandelles avec Bigelow. Tout se passe bien jusqu'au moment où... Excusez-moi, il faut que j'y aille. Elle veut partir, mais le mec a fermé la porte à clé. Et le pire, c'est qu'il réessaie de l'embrasser. Voilà, ça c'est un exemple de quand on dit non, c'est non. Elle le termine à coups de tiroir et découvre une partie de la plaque du Logan, le bateau du début. Là, elle comprend que le scénario était un peu trop évident et qu'elle a été bien conne de pas croire son mari. Mais trop tard, les sbires de Bigelow la tiennent. Sauf qu'elle est balèze. Enfin, c'est plutôt eux qui sont des baltringues, mais bref. Elle les couche et coupe le courant de tout le bateau. Par conséquent, les grosses bêtes à 8 pattes sont libres de circuler. Et il y en a de toute taille. Gorbak, le petit vilain, et un garde essaient d'empêcher la grosse de s'enfuir, mais c'est peine perdue. Alexandra délivre Jason et comprend qu'il a une araignée dans le ventre lorsqu'elle voit une autre femme accoucher d'une araignée. Elle demande des comptes au doc, mais celui-ci l'envoie chier et se barre. Rapidement, les araignées se jettent sur l'équipage. Le cep du grenier, il passe le premier, et puis c'est Bigelow qui... Bah, vous voyez ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on ne voit que dans les nanars. Les araignées empalent pas leurs victimes juste pour le plaisir. Hein. Les chélicères, ça sert à mettre du venin dans la proie, pour que en fait, le venin dissolve ce qu'il y a à l'intérieur, pour qu'elles puissent ensuite le boire. C'est comme ça qu'elles se nourrissent. À aucun moment, elles font ça... Bon, certes, elle est énorme, mais là, si jamais elle balance du venin, ça va couler par terre, ça va servir à que dalle. Je comprends pas. C'est un nanar, te prends pas la tête. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi je m'emmerde? Gorbak, de son côté, prépare le canot de sauvetage pour se tirer de là, pendant qu'Alexandra se transforme en Hélène Ripley et crame les araignées. Et une fois sur le pont supérieur, il slalome entre les bestioles et rejoignent le grand salaud qui perd son temps à lui proposer un marché. Venez avec moi. Je vais avoir besoin d'une fille robuste comme vous. Dans 6 heures, votre mari sera mort. Et s'il meurt, je n'ai plus aucune raison de vivre. Il récupère ensuite le flingue parce que tout le monde parle trop, et comme lui-même, au bout d'un moment, se met à trop parler... Qu'est-ce que c'est mal fait, putain. Oh la vache. Le mec, il a les chélicères plantés dans le corps, et on voit que l'animatronique, il doit être genre 4 mètres derrière, et en plus, il est excentré. Donc c'est strictement impossible qu'elle ait pu mettre les chélicères dedans. Oh la vache. Ah, c'est de pire en pire. Quand elle recule avec, on a l'impression qu'elle part avec un bébé. Ouais. Mais avant de s'enfuir avec le canot, Alexandra doit retourner au labo pour avoir l'antidote histoire de sauver Jason. Alors elle y va, elle tue une araignée au passage et injecte le sérum à son homme qui se sent mieux par miracle. Ils font alors descendre le canot qui reste bloqué à mi-chemin. Faut vraiment qu'on y aille.
Mais comment une araignée aussi grande a pu être gardée captive Te dans prends pas un... la tête, c'est un nanar. Du coup, il plonge dans l'eau, après explosion de produits chimiques, le fameux fusil de Tchekhov de tout à l'heure, le bateau coule, et c'est fini. Mais en fait non, au moment où ils sont sauvés par un hélico, une araignée sort d'un container et attrape la jambe d'Alexandra. Heureusement, les pilotes ont toujours une grenade sur eux, on sait jamais, ça peut servir en hélicoptère. Donc la bestiole l'avale, et kaboum. Voir Spider 2, ça m'a donné envie de voir Spider. Franchement, il est bien, Spider. Le 2, il est pourri, par contre. Hein. C'est fou, ce besoin de faire un film d'1h30 avec une histoire qui tient en 1 heure. L'intrigue est inutilement compliquée. L'autre, il met en place toute une machination pour que Jason passe pour un ouf et se fasse incuber. On s'en fout qu'il soit au courant ou pas, faites-en des prisonniers et tuez-les. Franchement, le film aurait pu être aussi bon que le premier. Ils ont utilisé le même animatronique, bon, on le voit pas tellement, mais il est là. D'ailleurs, il faut attendre quand même 1 heure avant de voir des araignées, c'est quand même incroyable. Les effets numériques sont peut-être dégueux aujourd'hui, mais pour l'époque, tout en prenant en compte le fait que c'est un téléfilm de 2001, c'est quand même pas si mal. Alors après, les araignées hurlent comme des éléphants, ou comme le dino crocodile. Mais franchement, c'est quand même pas si mal foutu. Sauf que ces cons-là se sont perdus avec une histoire chiante, des personnages lourds et sans saveur. Le petit couple est insupportable, elle est conne comme une brique. Bon, lui, il a une tête de premier de la classe, mais niveau charisme, il y repassera. Bigelow, c'est pareil. Je sais pas si c'est la moustache ou l'attitude générale, mais niveau charisme, il y a vraiment quelque chose à faire. Gorbak, concrètement, c'est le profil du scientifique mégalo qu'on a vu et revu encore et encore. Bah, cela dit, il a des bonnes intentions. Bon, l'exécution du plan fait des morts, mais ça, c'est pas très grave. Dans l'idée, il veut sauver l'humanité. Comme tous les autres. En échange d'argent. Bah, bon, on va dire qu'il a des bonnes intentions. Voilà. Et bien entendu, la mise en scène est vraiment pas géniale. Quand Jason est sous l'effet de produit et qu'il voit l'araignée, ça tourne dans tous les sens, c'est une horreur, on voit rien. Et puis lui, il faut arrêter de faire des plans sur lui. Hein. Je peux comprendre, il a la gueule de l'emploi, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, ça fait peur. Hein. En plus, il parle même pas. Même quand il se fait engueuler, il trouve juste le moyen d'hocher la tête. Je reviens vite fait sur les effets spéciaux, j'ai dit que c'était pas si mal. Mais pas pour tout. Les plans du bateau, par exemple, ou quand Alexandra est dans l'eau, c'est immonde, hein, même pour l'époque, hein, c'était déjà raté. Hein. Cela dit, ils ont quand même fait l'effort de tourner dans de vrais décors, notamment pour le cargo et le voilier. Dans le même genre, ils ont aussi utilisé des maquettes. Alors des fois, ça se voit pas vraiment, mais il y a des fois, c'est vraiment cramé à 10 km. La pauvre araignée, ils l'ont fait chier pour un plan de 2 secondes. Et comme le casting n'est pas composé à 100% d'araignées, on va faire un petit tour d'horizon de ce qu'on peut trouver dans le film. Stéphanie Nieznik était surtout connue pour ses rôles à la télévision, même si elle a fait quelques apparitions dans le cinéma de genre, comme Star Trek Insurrection. Elle a eu un rôle récurrent dans la série Everwood, où elle jouait Nina Finney, et elle est aussi passée dans des séries comme Dr. Queen, Sliders, Jag, Frasier, Grey's Anatomy, NCIS, Lost... Enfin, vous avez compris, beaucoup de séries. Greg Cromer, en soi, a pas vraiment une carrière riche de rôles marquants. Il a touché à toutes les séries possibles des années 2000 et 2010 et a eu des rôles récurrents dans les séries Parenthood et Upload. Daniel Quinn s'est surtout fait remarquer dans les années 90 avec son rôle dans la trilogie Scanner Cop, un spin-off de Scanner, la saga de David Cronenberg, et Richard Moll, vous l'avez forcément déjà vu quelque part, que ce soit dans Évolution, La famille Pierre à feu, ou même dans Alarme fatale. Alors franchement, ce film-là est pas très connu, mais je vous le recommande, c'est une excellente parodie. Mais ce qu'il a vraiment fait connaître, c'est son rôle dans Tribunal de nuit, une série qui a cartonné sur 9 saisons, de 1984 à 1993, où il campait un gardien de prison. En somme, un mec avec une carrière qui, au final, a terminé dans des nanars et des navets. C'est un peu dommage. Vous remarquerez qu'il y en a quand même très souvent dans les films comme ça. Hein. Ah, c'est un peu triste, mais bon, nous, ça nous fait rire. Bon bah du coup, Spider 2, c'est pas génial. Hein. Alors après, ça peut trouver son public quand même, parce que c'est un peu rigolo. Bon, les gros plans sur la tête de l'autre, déjà, ça, franchement, ça m'a fait pisser de rire. Et puis l'histoire est tellement débile que ça en devient vraiment risible. Bon, du coup, on a pas mal effleuré la surface de l'océan. Il serait temps qu'on aille dans les profondeurs. Donc la semaine prochaine, ce sera sous-marin et grosse bébête.